bien, je suis en train de manger du beurre. Avec du chocolat blanc. Alors, je mange à peu près 6 plaquettes de beurre par jour. Une plaquette, c'est 250 grammes. 4 plaquettes, c'est 1 kg. Donc 1,5 kg de beurre par jour. Ça fait beaucoup. À la semaine, ça fait... 8 beurres. 8 kilos. Dans cette vidéo, on va parler de la situation absolument dramatique que je viens de découvrir. Et je vous demande de rester bien attentif jusqu'au terme de cette vidéo, puisque l'on va voir qu'il y a quelque chose auquel je ne m'attendais pas, qui arrive lorsqu'on pousse un petit peu la recherche vis-à-vis de cette personne, et ça va nous permettre de rebondir sur un groupe de personnes. Sauf que, si je disais ça, je serais un arnaqueur, un tricheur et un menteur. Et éthiquement, je me refuse à ça. Tant pis, si je ne suis entendu que par une minorité, mais je maintiens et je maintiendrai toujours ma volonté de dire la vérité. Et la vérité aujourd'hui. Salut, c'est Haïdar et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne sur laquelle on parle de pacification alimentaire. La méthode qui vous permet de vous débarrasser de vos compulsions alimentaires en faisant la paix avec votre corps et la nourriture. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous parler d'une personne que j'ai récemment découvert. Et c'est une vidéo que j'ai beaucoup hésité à faire parce que c'est un sujet, le sujet dont on va parler dans cette vidéo est extrêmement délicat et on parle d'une personne qui se trouve dans une situation de souffrance extrêmement importante. Donc je vais commencer par dire d'abord, et c'est vraiment le plus important, que si j'ai tout de même décidé de faire cette vidéo, c'est parce que je sais qu'il y a des dizaines, des centaines et des milliers d'autres personnes qui sont également en souffrance. Et si je fais cette vidéo, c'est exactement pour ces personnes et c'est en tout cas pas et en aucun cas pour attaquer cette personne, bien au contraire. J'aimerais me mettre à sa disposition pour l'aider, pour l'accompagner et peut-être pour donner une piste un peu différente de ce qu'elle a vu ou connu jusqu'à aujourd'hui. Donc à nouveau, cette vidéo n'a pas pour objectif de parler de cette personne individuellement. Cette vidéo a pour objectif d'amener un regard nouveau sur les troubles du comportement alimentaire par le fait de s'inspirer d'un exemple concret, pragmatique. Voilà l'objectif de cette vidéo aujourd'hui. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet parce que cette vidéo va être divisée en 5 chapitres. Et le premier chapitre, c'est pourquoi ? Mais sachez que depuis 2 ans, je dépense des milliers d'euros par mois en nourriture. On le voit, cette personne se nourrit, enfin je ne sais pas si c'est le bon terme, peut-être pas, non. Cette personne consomme tous les jours plus d'1 kilo de beurre, des frites avec de l'huile qu'elle ajoute dessus, du chocolat, souvent du chocolat blanc, ce type d'aliment. Et la première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi ? Alors, tout ce que je vais dire ici, ce ne sont que des hypothèses. Pourquoi ? Parce que ce sont des choses qu'elle ne dit pas elle-même et je ne suis pas médecin, je ne suis personne pour poser un diagnostic. Par conséquent, je pose ici seulement des hypothèses. Et l'hypothèse qui semble quand même assez plausible, c'est que cette personne souffre d'une maladie, elle l'appelle la maladie, et que cette maladie, a priori, ressemble fortement à de l'anorexie mentale. Et qu'est-ce qui se passe ? Cette personne consomme d'immenses quantités de ce type d'aliments que je viens de mentionner, beurre, frites avec de l'huile et chocolat, et elle appelle ça les bêtises. On en reparlera tout à l'heure puisque c'est le 2e chapitre. Ce que l'on comprend, ce qui n'est pas dit explicitement, mais ce que l'on comprend, c'est qu'en fait, elle a 1, 2, 3 fois par jour des crises de compulsion, de boulimie, dans lesquelles elle va consommer
ces aliments, et puis ensuite elle va aller les rendre. Ça, c'est l'hypothèse qu'on pose. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Quelle est la fonction de cela? Alors, il y a des aspects psychologiques, il y a des aspects sociaux, c'est extrêmement complexe, extrêmement multifactoriel, mais il y a une raison physiologique que j'aimerais qu'on commence par explorer ici. Qu'est-ce qu'elle mange? Alors on l'a dit, du beurre, des frites, du chocolat. Mais qu'est-ce que c'est concrètement? Quel groupe de macronutriments? Des lipides. Cette personne, lorsqu'elle est dans une situation où elle va manger librement, sans contrôle, sans restriction, va s'orienter immédiatement vers des lipides. Quelle est la spécificité des lipides? Les lipides est le groupe de macronutriments qui est le plus condensé en calories. En fait, ce qui se passe, c'est que son corps est dans un état de famine. On ne peut pas dire autre chose. Son corps est dans un état de famine. Et qu'est-ce qui se passe? Son corps cherche à sortir de cet état de famine. Comment? Par le fait de consommer un maximum de calories en un minimum de temps pour recréer des stocks de gras afin d'atteindre l'objectif physiologique du corps qui est persévérer dans son être, qui est survivre. Par conséquent, son corps lui réclame d'énormes quantités de lipides, pas parce que c'est une folie, parce que les lipides, et en l'occurrence les lipides mélangés avec des glucides, représentent les aliments qui ont le plus de chances de lui sauver la vie. Donc son corps réclame cela. Elle lui donne cela. Elle le reprend. Elle le reprend. À nouveau, l'idée n'est pas du tout de juger ça, mais l'idée est de dire, voilà comment est-ce que le corps subit une violence terrible, c'est-à-dire qu'il est en mode survie. Il est en mode survie. Et lorsqu'il manifeste ces mécanismes de défense, c'est-à-dire les crises, ce qu'on appelle les crises, que moi je n'appelle pas des crises, ce que j'appelle en fait un phénomène tout à fait naturel. Lorsqu'on est en état de famine, on va avoir envie de manger des frites avec du gras et de l'huile et du beurre et du chocolat et tout ce qu'il y a de plus calorique. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel. Donc là, il n'y a pas de problème. On va voir tout à l'heure où est le problème, mais ça donne une première piste de réflexion sur le corps est tellement au fond du gouffre qu'il va rechercher ce type d'aliment. On passe au deuxième chapitre. C'est maigre et pas mince. En fait, je fais de la dysmorphophobie. Je dis que je suis mince, mais au fond de moi, c'est pas ce que je pense. Je me trouve trop grosse. Enfin, voilà. Les bêtises. Alors, elle en parle régulièrement dans ses vidéos, les bêtises. Ce qu'on comprend, c'est que les bêtises, c'est ce qui arrive 2 à 3 fois par jour, et c'est les crises. Par conséquent, lorsqu'elle parle de la maladie et des bêtises, on comprend que ce qui est considéré comme mal ou comme faux, c'est le fait de faire ces crises. D'ailleurs, on le comprend bien puisque dans plusieurs de ses vidéos, elle va dire « Oh, je suis fier de moi parce que j'ai réussi à repousser la crise, j'ai réussi à attendre, j'ai réussi à la faire moins forte, etc. etc. » On est dans une recherche de contrôle des crises ou même d'objectifs de leur disparition. C'est-à-dire qu'on considère que la maladie, ce sont les crises et que pour guérir de la maladie, pour sortir de la maladie, il faudrait faire disparaître les crises. Et en l'occurrence, on fait fausse route. On fait fausse route. On fait fausse route pourquoi? Parce qu'en réalité, comme on l'a vu tout à l'heure, ce mécanisme de manger énormément est tout à fait naturel lorsque le corps est en situation de famine. Donc pour moi, il n'y a pas des bêtises qu'elle commet tous les jours.
Bien au contraire. Il y a, là, si on devait qualifier et utiliser le même terme, la bêtise. La bêtise. Et quelle est la bêtise? La bêtise, ce n'est pas le fait de manger beaucoup. La bêtise, c'est le fait de persévérer dans la volonté de contrôler son poids, d'être mince, de maigrir, et donc de maintenir une forme de contrôle et de restriction. La voilà la bêtise. La voici. En fait, c'est le contrôle et la restriction qui vont donner lieu et place à compulsion et le fait de manger dans cette direction. On ne peut pas espérer éliminer les compulsions tout en gardant le contrôle et la restriction, puisque ce sont deux éléments qui fonctionnent de pair. Donc au contraire, plus on va essayer de repousser la crise, diminuer la crise, contrôler la crise, plus paradoxalement, on va aggraver la situation. Et là, on se trouve dans une situation de gravité extrême, où cette personne est dans un état de souffrance extrême, et elle en témoigne, avec beaucoup de courage et d'authenticité, et cette personne se met clairement en danger. Physiologiquement, psychologiquement, se met en danger. Et finalement, il ne pourra pas y avoir d'amélioration de la situation tant qu'on n'aura pas accepté que le problème, ce ne sont pas les crises, le problème, c'est la mentalité et l'envie de maigrir et de contrôler son poids. Est-ce que je suis en train de dire que c'est facile de lâcher ça? Absolument pas, c'est extrêmement complexe et il y a un long travail à faire. Mais en fait, le premier pas vers le fait d'aller mieux, c'est d'avoir cette prise de conscience. De dire, mais en fait, le problème, c'est pas mon corps, le problème, c'est pas mes crises, le problème, c'est pas la nourriture, c'est pas le beurre, c'est pas le sucre, c'est pas tout ça. Le problème, c'est ma volonté de maigrir et de maintenir mon poids bas, et c'est ma volonté de contrôler, puisque ce contrôle, c'est ce qui est en train de créer de la violence vis-à-vis de mon corps, et mon corps cherche simplement à se défendre et à survivre. Et Dieu sait comme le corps de cette personne est courageux et fort et résilient. Résilient. La résilience, c'est vraiment le mot que je pourrais utiliser pour décrire cette situation, parce que c'est vraiment une situation dramatique. Troisième partie, l'identification. J'aime ma maigre, mais j'aime pas ma maladie. Ça me détruit. On voit au travers du langage que cette personne emploie, au travers de la manière dont elle présente les choses, qu'évidemment, elle témoigne de cette immense souffrance. Et en même temps, ce que l'on voit et ce que l'on perçoit, c'est que finalement, la maladie, ce qu'elle appelle la maladie ou ma maladie, a pris tellement, en fait, de place. Aujourd'hui, c'est ça qu'elle illustre. Elle parle de ses crises, elle parle de ses bêtises, elle parle de ce qu'elle vit, elle parle de ses courses, etc. etc. Il y a tout un discours qui est fait par rapport à ça, qu'on a l'impression à un moment donné que elle, en tant qu'individu, être humain, et la maladie ne forment plus qu'un. C'est-à-dire que potentiellement, elle s'identifie, elle va lier son identité, on a tous une identité, et on va tous, de manière plus ou moins consciente, choisir quelle est notre identité et comment est-ce qu'on se définit. Et le grand risque que je vois ici, mais que je vois en fait, quand je dis je le vois ici, c'est que je le vois chez toutes les personnes que j'accompagne, et c'est une des premières étapes qu'on fait. Ce que j'identifie, c'est que cette personne est potentiellement en train de s'identifier à la maladie. Par conséquent, toute possibilité de s'en débarrasser, de sortir de la maladie, de laisser cette expérience derrière soi, ailleurs, loin, devient beaucoup plus compliquée. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on se dit « ma maladie, c'est moi, c'est mon identité », évidemment on ne se le dit pas, on ne le choisit pas consciemment, c'est un processus inconscient. Mais à partir du moment où on est dans cette réflexion, le potentiel de se débarrasser de la maladie devient effrayant, devient véritablement effrayant. Pour quelle raison? Parce que si je suis plus en souffrance, si je suis plus en maladie, qui suis-je? Qu'est-ce que je deviens? Qui suis-je? Qu'est-ce que je deviens? Quel est mon avenir? Qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est une perspective qui est effrayante. Par conséquent, il y a une partie de soi qui préfère rester en souffrance
avec la maladie et son identité souffrante, terriblement souffrante, plutôt que d'aller explorer une nouvelle identité qui en serait libérée, mais qu'on ne connaît pas. Et par conséquent, qui est effrayante. Mais donc, l'idée ici, c'est qu'une deuxième piste d'action, ce serait de commencer par se désidentifier de cette souffrance et de dire, ok, je suis un être humain qui vit l'expérience d'une souffrance qu'on peut qualifier de maladie. Ce n'est pas moi, c'est une expérience que je fais. Et aussitôt que cette expérience se terminera, elle n'aura plus rien à voir avec moi. Ce sera une partie de mon passé, de mon histoire, c'est tout. Et ça, c'est extrêmement important dans le travail que je fais avec les personnes que j'accompagne. Et c'est vraiment tout au début du travail. Partie 4, le fatalisme. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve extrêmement régulièrement. À chaque fois que j'entends des documentaires, des témoignages, des personnes parler de troubles du comportement alimentaire, ça se termine toujours plus ou moins par « Ah oui, maintenant ça va un peu mieux, mais bon, les troubles du comportement alimentaire, on s'en débarrasse jamais vraiment, on n'en sort jamais vraiment, c'est toujours quelque chose qui reste. » Il y a une sorte de fatalisme. On veut nous faire croire qu'en fait, on est né sous la mauvaise étoile lorsqu'on a des troubles du comportement alimentaire et qu'on est condamné à jamais à vivre avec eux. C'est faux, c'est faux. J'en suis la preuve et les dizaines de personnes que j'ai accompagnées en sont la preuve. Vous pouvez retrouver les témoignages sur cette chaîne YouTube, en sont la preuve. On peut complètement sortir des troubles du comportement alimentaire. On a toutes et tous le potentiel en soi de retrouver un rapport à son corps, à ses besoins, à ses limites, à la nourriture, complètement serein et complètement confortable. Mais pour ça, ça demande de faire un travail de fond. Ça demande de faire un véritable travail sur le lâcher-prise, sur la sortie du contrôle, sur la sortie des restrictions. Et ça, c'est absolument effrayant. Parce que ça demande d'affronter ses démons. Ça demande d'affronter ses peurs. Ça demande de rencontrer son monde émotionnel. Et ça demande de sortir de ce que l'on connaît. Et c'est pour cette raison que pratiquement personne, ou extrêmement peu de personnes, sont prêtes à s'engager dans ce processus. Regardez cette chaîne YouTube. Regardez cette chaîne YouTube et ce que je propose. Ça reste une extrêmement petite, minoritaire chaîne YouTube. Le message que j'amène n'a pas envie d'être entendu par l'immense majorité des personnes. Pourquoi ? Pourquoi ? Et c'est ce qu'on va voir dans la partie numéro 5. Le coaching. Parce qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Et ça, c'est ce que j'ai voulu garder pour la fin. Je découvre en regardant les réels de cette personne qu'elle suit, alors elle a un accompagnement par psychiatre, psychologue, ce que évidemment je soutiens à fond et qui est extrêmement important et je dirais indispensable dans ce parcours, très bien. Et j'entends parler d'un coaching. Il semble que depuis plusieurs semaines maintenant, plusieurs mois peut-être, elle suit un coaching. Et je suis curieux de me dire, tiens, c'est intéressant, quel type de coaching, etc. Et quand j'arrive sur son compte Instagram, je regarde un petit peu, elle parle de son coaching, et même, je découvre que cette personne est ambassadrice à un programme de partenariat avec un programme, une marque de coaching. Je suis vraiment curieux. Alors je vais cliquer et qu'est-ce que je découvre ? Je vais dire le nom, il n'y a aucune raison, c'est quelque chose qui est tout à fait public comme information. Je découvre que cette personne est coachée et ambassadrice, propose un pourcentage de réduction, donc probablement elle a aussi ses commissions là-dessus, un programme de coaching avec Smart Life. Alors je mettrai les liens. Smart Life, c'est une entreprise, une organisation qui semble proposer du coaching, de l'accompagnement, je vais montrer là, destiné, qu'on le dise, c'est très très clair dans le marketing, destiné aux personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire.
Donc, on s'adresse pas à demi-mot on dit clairement, c'est pour les personnes dans des situations de troubles du comportement alimentaire. Notamment, on parle de l'anorexie précisément. Et on voit avec cette personne que rien ne les arrête, a priori. Et leur coaching a pour objectif de parler, on le voit, de parler de choses assez classiques, sport, donc d'encourager à aller à la salle de sport, particulièrement intéressant pour des personnes qui souvent se trouvent en situation d'épuisement, de surentraînement. Encore aujourd'hui, j'ai fait plus de 20 000 pas. Ça m'a permis évidemment de visiter, mais ça m'a aussi permis d'avoir une dépense plus importante. Mais si vous ne vous entraînez pas assez dur, avec suffisamment d'intensité, suffisamment de volume et suffisamment de progression, malheureusement... Ce qui est vraiment la pire des idées, ce sont plutôt des personnes généralement qui ont besoin de se reposer. Enfin, passons. Ensuite, qu'est-ce qu'on leur propose? Une forme d'éducation nutritionnelle. Alors on apprend comment faire une bonne assiette, quels macronutriments, comment manger. Ce qui est, il faut bien le dire, absurde. Pourquoi? Parce que ces personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, souvent, sont beaucoup trop informées, beaucoup trop éduquées, en savent parfois plus que les nutritionnistes eux-mêmes, parce que ces personnes ont des obsessions liées à la nourriture, des obsessions liées au contrôle. Donc ce sont des personnes qui ont beaucoup trop de mentalisation vis-à-vis de la nourriture, beaucoup trop de pensée vis-à-vis de la nourriture. Donc la pire des choses à faire, c'est de les amener encore plus là-dedans et dans le contrôle des calories. Et je montrerai quelques illustrations, quelques posts sur Instagram de Smart Life. On est complètement là-dedans. Mais attendez, on n'est pas encore arrivé au pire. Ce qu'on vend, c'est de sortir des troubles du comportement alimentaire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Finalement, c'est pas très loin de ce que je propose. Je propose aux gens de faire la paix avec leur corps et la nourriture. Mais qu'est-ce qu'on propose de plus? On propose de sortir des troubles du comportement alimentaire, en citant explicitement l'anorexie, tout en maintenant ou et en mettant en place une perte de poids. C'est bon? D'ailleurs, ce que je vous invite à faire, c'est lorsque vous prenez un gros plat, ne prenez pas de gros desserts. Lorsque vous mangez très riche le midi, mangez plus light le soir. Lorsque sur une journée, vous mangez peut-être un peu plus gras ou plus sucré que d'habitude, évidemment, le lendemain, mangez un petit peu moins. C'est simplement du bon sens et ça va énormément vous aider. Là, c'est clair pour tout le monde. On propose à des personnes en situation d'anorexie de sortir de l'anorexie tout en maintenant leur volonté de perte de poids et même en les soutenant dans cette direction-là. C'est du XS. C'est du XS. Je suis mince. Voilà. Je suis mince. Je suis si mince. Je suis si mince. Alors, je n'ai aucune information sur comment ça se passe concrètement. Je ne connais pas ces personnes. Je ne suis pas allé dans les coachings, etc. Je parle simplement du marketing. Je parle de ce qui est écrit sur ces pages internet et de ce que l'on propose. Et ce que je dis, c'est que ça, c'est dangereux. C'est absolument dangereux, déraisonnable, parce qu'en réalité, ce dont ont besoin les personnes souffrant d'anorexie, c'est pas qu'on les encourage à maintenir leur poids ou à en perdre, ou qu'on leur donne des outils de contrôle de mentalisation, ou de contrôle des crises. Parce que ce qu'on retrouve dans Smart Life, c'est... Vous pouvez, vous voyez, on va employer tout le vocabulaire non-régime. Les régimes sont mauvais, il ne faut pas contrôler, il ne faut pas restreindre. Et qu'est-ce qu'on propose juste derrière? Du contrôle et de la restriction. Donc on va vous dire, non mais vous pouvez manger des aliments plaisir raisonnablement. Vous allez voir sur plein de posts, le mot raisonnable est écrit en majuscule, souligné raisonnable, 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 raisonnable. De rester raisonnable. C'est une question de bon sens. Mais le problème, c'est que les crises, les troubles du comportement alimentaire sont tout sauf en lien avec le raisonnement. Ce n'est pas raisonnable puisque ça n'a pas lieu dans la raison. Ça n'a pas lieu dans la raison. On ne peut pas demander à quelqu'un qui fait une crise, et toutes les personnes qui ont déjà fait des crises le savent, on ne peut pas venir vers vous quand vous faites une crise et vous demander d'être raisonnable. Je ne peux pas vous dire, oui, tu t'es privé de chocolat pendant les 10 dernières années, mais maintenant que tu en as de nouveau le droit, tu as le droit de manger un carré. Et ensuite tu t'arrêtes. Évidemment non, ce n'est pas raisonnable, ça ne peut pas l'être. Pourquoi? Parce que évidemment que pour normaliser notre relation au chocolat,
il va falloir passer par une phase de transition pendant laquelle on va manger énormément de chocolat, beaucoup de chocolat, et c'est effrayant, et ça fait peur. Mais c'est indispensable de passer par là pour revenir vers un véritable équilibre. Donc, vendre à ces personnes qu'elles vont réussir à être raisonnables simplement parce qu'on leur a dit de l'être, c'est absurde. C'est comme demander à quelqu'un qui est dans une terrible de la dépression ou dans une addiction à l'alcool, de dire à une personne qui est en dépression, non mais tu peux être triste et vivre un peu tes émotions, mais raisonnablement. Tu as le droit à un petit moment ou de dire à quelqu'un qui souffre de dépendance à l'alcool, de dire ok, tu peux boire l'apéro, mais tu vois, raisonnablement. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur des exemples. Parce que là, en l'occurrence, l'addiction, c'est pas l'addiction au sucre, c'est pas l'addiction à la nourriture, ce qu'on a envie de nous faire croire chez eux. Là, en l'occurrence, c'est l'addiction au contrôle. Et qu'est-ce que propose Smart Life? Du contrôle. Mais le fait de ne pas manger de petit déjeuner, de sauter le premier repas, va vous permettre d'avoir plus de calories sur vos 2 autres repas. Que vous comptiez ou pas, ça vous permet juste de restreindre et donc inévitablement de limiter vos apports sur une journée. Donc on est en train de donner ce que les gens veulent. Et c'est pour ça que ça fonctionne. En fait, si aujourd'hui, moi, je voulais devenir millionnaire, si je voulais faire exploser cette chaîne YouTube et exploser mon chiffre d'affaires et avoir des dizaines et des dizaines de personnes qui suivent mes programmes, j'arriverais en disant « Je vais vous aider à vous libérer des troubles du comportement alimentaire en perdant du poids. » Tout le monde, toutes les personnes qui m'appellent veulent entendre ça. Toutes les personnes veulent entendre ça. Ou à minima, sortir des troubles du comportement alimentaire sans prendre de poids. Sauf que, si je disais ça, je serais un arnaqueur, un tricheur et un menteur. Et éthiquement, je me refuse à ça. Tant pis si je ne suis entendu que par une minorité, mais je maintiens et je maintiendrai toujours ma volonté de dire la vérité. Et la vérité aujourd'hui, c'est que pour sortir des troubles du comportement alimentaire, il est indispensable à un moment donné d'accepter de sortir du contrôle et par conséquent de passer par une phase où il va y avoir de la prise de poids. Et cette prise de poids est indispensable, bénéfique et formidable. Parce qu'elle permet justement de se libérer de cette peur fondamentale qui nous maintient dans les troubles du comportement alimentaire. Et je sais que personne n'a envie d'entendre ça. Je le sais, puisque moi-même j'ai été dans cette position et dans cette situation. Personne n'a envie d'entendre ça. Tout le monde a plutôt envie d'entendre « Oui, venez vers nous, vous allez sortir des troubles du comportement alimentaire et vous allez maigrir. » C'est pour ça que ça fonctionne. C'est pour ça que l'immense majorité des personnes vont plutôt aller vers ce discours. Malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? Ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas amener de résultats. Et puisque ça n'amène pas de résultats, qu'est-ce qui va se passer? Ces personnes vont se culpabiliser et se dire encore une fois que c'est de leur faute, que c'est leur problème, que c'est à cause d'eux que ça n'a pas fonctionné, puisque là en l'occurrence elles ont suivi un programme spécialisé pour les troubles du comportement alimentaire et malgré ça, ça n'a quand même pas fonctionné. C'est bien qu'il y a un problème avec elles et ça va venir renforcer le fatalisme dont on a parlé dans la dernière vidéo. Et ça, c'est dramatique. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai décidé de faire cette vidéo. C'est pour dénoncer ça, c'est pour parler du fait qu'en réalité, il y a des approches qui sont différentes, qui existent. Bon, si vous êtes toujours là, à ce moment-là de la vidéo, c'est qu'a priori, vous êtes plutôt senti interpellé, concerné, intéressé par ce que j'amène ici. Si vous vous êtes reconnu dans certaines des idées que je véhicule ici, si aujourd'hui vous êtes vous-même dans une situation périlleuse et compliquée avec votre corps, avec la nourriture que vous vivez, ce chaos, cette souffrance, sachez que j'offre, et j'ai toujours la possibilité de vous offrir un bilan personnalisé 100% gratuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez cliquer sur le premier lien qui s'affiche en description et on aura le temps, pendant un appel, de parler de vive voix de votre situation, de faire le bilan, de poser des hypothèses et d'envisager un travail ensemble. Je serais curieux de savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo, quelle est votre opinion, quel est votre regard, quelle est votre expérience. Je serais vraiment intéressé de vous lire en commentaire. Je vous demande simplement d'être respectueux vis-à-vis de cette personne et vis-à-vis de moi-même. C'est la seule règle s'il devait y en avoir une. Si vous ne voulez louper aucun des prochains épisodes, je vous invite à vous abonner, à activer clochette, la petite cloche. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine. Au revoir.